Les Romains occupèrent la Germanie durant 5 siècles. Ils bâtirent des cités sur le modèle de la Rome éternelle et ils construisirent les premiers ponts sur le Rhin. Ces édifices ont profité à tous. Jamais les Germains n'avaient vécu dans un tel luxe. Jamais ils n'avaient connu de tels délices. Les Romains ont introduit la vigne et apporté la prospérité. Les peuples se sont métissés. La Germanie a connu un véritable âge d'or. C'est sur cette terre que l'empereur romain a rencontré Materne de Cologne, l'évêque en habit de berger qui l'initia au christianisme. Cette histoire est la nôtre. L'influence romaine se fait sentir aujourd'hui encore en France et en Allemagne. À Trèves, la grande porte romaine en grès s'est couverte d'une patine noire dès le Moyen Âge. Cela lui a valu le nom de Porta Nigra. Cette porte noire témoigne de l'importance de la Germanie dans l'Antiquité. L'historien Matthias Wemhoff enquête sur un demi-millénaire de présence romaine en Germanie. La Porta Nigra est la plus grande porte fortifiée romaine qui soit parvenue jusqu'à nous. Ce n'est pas un hasard puisque sous Constantin, Trèves devient l'une des capitales de l'Empire. Constantin développe à Augusta Treverorum et en fait sa résidence. Mais surtout, c'est dans cette ville qu'il change la face du monde avec l'évêque de Cologne. Pourtant, une épée de Damoclès reste suspendue au-dessus des provinces de la rive gauche du Rhin. Les Francs et les Alamans qui peuplent l'autre rive menacent d'attaquer à tout moment. Le pays est actuellement en paix. Mais qu'adviendrait-il de notre belle province si les Francs décidaient encore une fois de l'envahir et pillaient à nouveau des cités comme Cologne ou camper devant les murs de Trèves? Qui nous protégerait? Nous devons montrer fidélité à Maxime, notre nouvel empereur. Je suis pas d'accord avec toi. Maxime n'est rien d'autre qu'un putschiste. Il n'a pas hésité à tuer Gratien, notre empereur, pour arriver au pouvoir. Des Francs et des Alamans. Et concernant les Germains, moi j'attends. Je veux d'abord qu'il fasse ses preuves. Ce sera une lutte sans merci. Comment peux-tu le savoir? Écartez-vous. Laissez passer. Obéissez, laissez passer. Tu es Decimus? Decimus Magnus Ausonius. Au nom de l'empereur Maxime, je t'arrête sur le champ. Tu oublies qu'il était notre préfet. Ne le touche pas. Jamais nous n'en avons eu de meilleur que lui. Eh bien, à ta place, je prierai ardemment les dieux pour que l'empereur soit du même avis. Par ici, préfet. Relâche-le tout de suite. Non! Ausone, Ausonius en latin, est un personnage important de Trèves. Appelé à la capitale par l'empereur Valentinien pour être le précepteur de son fils, il est nommé par la suite premier magistrat de Gaule et de Germanie. Ausone! Puis Maxime usurpe le pouvoir. Tu étais très proche de mon prédécesseur. Et maintenant, tu élèves la voix contre moi. Répète. Il n'est pas très prudent d'être insultant envers Dieu en personne. Mais les empereurs vont, viennent et meurent. Je suis au service de celui qui occupe le trône de Rome. Et je sers fidèlement la province où j'ai été nommé. Tu la sers fidèlement. Tu dois d'abord servir l'empereur et Rome, ils sont prioritaires. C'est bien là qu'est le problème. Tu ne sais pas faire le seul choix qui s'impose. J'aime beaucoup cette terre, ces fleuves et ces coteaux ensoleillés, ces grandes cités. Et une barbare fort belle, ce que l'on raconte. Elle n'a rien à envier au charme des Romaines. Peut-être, vois-tu. Si tu continues de cette façon, tu la perdras. Sur le siège du juge, auparavant il n'y avait jamais de sang. Une ouache ne tuait personne. On dit que tu es aussi poète. Comme disait Ovide, cède à celui qui résiste. Parfait.
Alors je vais me montrer clément envers toi. Conduisez-le à Rome. Assignez-le à résidence, à perpétuité. On dit que Rome est là où se trouve l'empereur. Je vous en supplie, laissez-moi à Trêves. L'Empire romain s'étend de l'Égypte à la Bretagne insulaire, l'actuelle Grande-Bretagne, en passant par la Gaule. À l'est, la province romaine de Germanie est protégée par des frontières naturelles, le Rhin, l'Iller, le Danube. Au IVe siècle, la ligne de défense des fleuves est renforcée. En effet, la rive droite est peuplée de tribus germaniques belliqueuses comme les Alamans et les Francs, qui menacent l'Empire. Trêves est au cœur de la tourmente. Depuis que l'empereur y a élu résidence en 306, la ville a pris beaucoup d'importance. L'usurpateur Maxime accède finalement à la supplique d'Ozone. Ce dernier pourra rester à Trêves. Mais il est assigné à résidence. Ozone va mettre à profit cette période pour correspondre avec la terre entière et rédiger plusieurs chroniques. Nombre de simples d'esprit dirigent l'Empire. Tout était différent sous Constantin comme sous ses prédécesseurs. Que des avantages et nul préjudice. Il n'y avait qu'abondance et on ne connaissait aucune indigence. Qui pourra nous rendre enfin notre dignité? Mais ne te mets donc pas martel en tête. Écris plutôt un poème. Tu es un bon auteur et la célébrité te comblera d'aise. Trevericaeque urbis solium. Trêves, la ville impériale. Proche des rives du Rhin. Repose en sûreté. Semble au sein d'une paix profonde. Trêves est une cité romaine parmi d'autres jusqu'à ce que Constantin en fasse sa capitale. La fertile Moselle s'écoule en flots paisibles, écrit Ozone. 1700 ans plus tard, le pont romain qui enjambe la rivière est toujours en service. Trêves possède de nombreux autres monuments antiques, ce qui lui vaut d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Les thermes impériaux mesurent 18 mètres de haut. La basilique était la salle du trône. Aujourd'hui, elle abrite une église. Depuis Trêves, Constantin dirigeait un immense empire. Alors Trêves est d'abord une colonie fondée par Auguste un peu avant le tournant de notre ère et ne devient une ville importante qu'à la fin du IIIe siècle, quand le danger militaire lui donne un rôle politique. Et c'est là que séjournent l'empereur Constantin et son fils Constantin II pendant environ 50 ans, ce qui fait d'elle, de facto, la capitale impériale de l'Empire. Alors, ce siège capital a pour conséquence le développement d'importants programmes architecturaux, surdimensionnés par rapport à la ville de Trêves, mais à l'échelle de la capitale de l'Empire. La Trêve antique ressemble très certainement à la ville reconstituée par le parc archéologique de Xanten-LVR. Elle compte près de 100 000 habitants, soit autant qu'aujourd'hui. C'est la plus grande ville de l'Empire située au nord des Alpes. La cité est administrée par la Curie, le Sénat. Les citoyens élisent leurs représentants. Les libertés et plus encore les droits dont ils jouissent sont leur bien le plus précieux aux yeux d'Ozone. Comme tous les peuples soumis, les Trévires sont autorisés à pratiquer leur culte païen. C'est un élément essentiel de la Pax Romana, la paix romaine. Les provinces romaines avaient beaucoup d'attraits. Il faut dire que Rome avait besoin du soutien des peuples soumis. Sa politique a porté ses fruits. Les villes se sont développées, surtout Trêves. Une fois devenue résidence de l'empereur, elle pouvait soutenir la comparaison avec toutes les grandes villes, sauf peut-être une, Rome, la capitale du monde. Comme Rome,
Trèves possède un amphithéâtre. Les jeux et le pain sont un élément central de la civilisation romaine. La très grande longévité de la paix romaine entraîne une prospérité économique dans toutes les provinces de l'Empire et en particulier en Gaule et dans les Germanies. Cette prospérité économique entraîne une hausse du niveau de vie et l'adoption par tout le monde du Roman Way of Life. Ce Roman Way of Life signifie par exemple la moenitas urbis, la douceur de la vie en ville. Les thermes de Trèves rivalisent avec ceux de Rome par leur gigantisme et leur raffinement. L'édifice doit susciter l'admiration et le respect de tous dès l'Antiquité. Ces murs sont constitués d'un matériau innovant. Les constructions romaines étaient revêtues d'un crépi épais ou de dalles de marbre. Mais la véritable innovation était à l'intérieur du mur. C'était l'opus caementicium. Sans ce matériau, on n'aurait pas pu bâtir les thermes impériaux de Trèves, les aqueducs, ni le Colisée de Rome. C'était un matériau facile à obtenir, un mélange de chaux calcinés, d'agrégats, de sable et d'eau. On pouvait le mouler dans un coffrage, il était étanche et ne brûlait pas. Après la chute de Rome, il faudra attendre 1400 ans pour qu'on redécouvre cette technique. Aujourd'hui, on l'emploie dans toutes les constructions. Ils n'étaient pas si fous que ça, ces Romains. L'invention de l'opus caementicium a permis de bâtir ces temples du soin corporel que sont les thermes, avec leur profusion de marbre et leur chauffage au sol. Aucun Romain ne peut se passer de thermes, ni à Rome, ni dans les provinces. Quant aux Germains, ils y prennent sûrement goût. Les bains publics sont ouverts à tous, quel que soit le statut social. On s'y retrouve pour parler affaires. Sérieuses ou futiles, les conversations vont bon train. Durant la période où les empereurs résident à Trèves, la Germanie connaît un âge d'or, au sens propre. Et il brille cet or. Il y a là plus de 2600 pièces, 18 kilos d'or. C'est l'une des découvertes les plus sensationnelles des archéologues allemands. Le trésor de Trèves a été mis au jour en 1993, en plein cœur de la ville. Les pièces étaient roulées dans des étuis en cuir et placées dans ce récipient. Chaque étui portait un sceau. Aucun particulier ne gardait son or comme cela. C'est donc un trésor public qui s'étale sous nos yeux. Peut-être une caisse noire destinée à financer une guerre ou bien la recette d'un impôt. Ce trésor a été enfoui au cours de la guerre, opposant Septime Sévère au gouverneur de Bretagne qui lui disputait le trône. La richesse de la Germanie romaine attire les bandes de pillards germains. Une paix sincère et durable régnait entre les Germains et les Romains. Mais c'était sans compter avec la légendaire Furor Teutonicus. L'attrait pour la guerre chez les Germains, qui était établi sur l'autre rive du Rhin. Elle n'était pas à prendre à la légère. Quand quelques pièces d'or ou de belles paroles ne pouvaient calmer leurs ardeurs guerrières, la place revenait finalement aux armes. En 368, Ozone accompagne Valentinien dans les forêts germaniques. Les Alamans ont pillé la ville de Mogontiacum, l'actuelle Mayence, et ont dispersé sa population, hommes, femmes et enfants. L'empereur veut exercer des représailles sur la rive droite du Rhin. Sorte de reporter de guerre, Ozone suit Valentinien pour témoigner des hauts faits de l'armée romaine. L'empereur dispose de 40 000 légionnaires en Germanie. C'est plus que partout ailleurs dans l'Empire. 150 ans plus tôt, la Germanie romaine s'étend au-delà du Rhin vers le Danube. Elle est défendue par une ligne de fortification appelée limes. Profitant du retrait des troupes romaines de la frontière en 260, les tribus de la rive droite du Rhin forment les ligues franques et alamanes et lancent des attaques contre l'Empire. Mayence a une importance stratégique. Elle possède un pont en pierre sur le Rhin ainsi qu'un fort,
un castellum, un faubourg de la ville, porte aujourd'hui encore le nom de Kassel. En Germanie inférieure, en revanche, aucun pont ne permet de franchir le Rhin. Aujourd'hui, 7 ponts enjambent le Rhin à Cologne. Mais la ville, fondée par les Romains, a dû attendre plusieurs siècles avant d'en posséder un seul. Le premier pont est construit par Constantin vers l'an 310. Il mesure 400 mètres. Il est emprunté en temps de paix par les marchands et en temps de guerre par les légionnaires. Les barbares qui peuplent l'autre rive du Rhin n'ont aucun moyen de pénétrer dans l'enceinte de la ville. Ils constituent néanmoins une menace. Constantin bâtit donc une tête de pont sur la rive ennemie. Cette tête de pont est ceinte d'une muraille de 8 mètres de haut. Les Romains peuvent y cantonner 900 hommes prêts au combat. Elle servira de base à des campagnes militaires et à des expéditions punitives. Les Romains ne craignent pas les combats en terrain découvert. Les épaisses forêts de Germanie, en revanche, leur semblent pleines de dangers. Même les plus aguerris d'entre eux hésitent à y pénétrer. Compagnie, halte! À l'assaut! Parti en avant avec une escorte, l'empereur tombe dans une embuscade, rapporte Ozone. Mais par miracle, il échappe aux Alamans. Sur un signe, ses troupes se jettent alors hardiment dans un combat meurtrier. Puis, les légionnaires ont eu ordre de mettre fin à leur funeste ouvrage. Je n'avais encore jamais assisté, ni même entendu parler d'une telle boucherie. Tout n'était plus que sang et cris atroces. Partout, des agonisants grièvement blessés. Les corps, auparavant pleins de vie, n'étaient plus que chair, dont les chiens se repaissaient, et un festin pour les oiseaux charognards. Les pertes humaines sont considérables, mais l'empereur est victorieux. Comme tous les vainqueurs, Valentinien rafle tout. Hommes, femmes et enfants sont réduits en esclavage. Les soldats se partagent ce butin de guerre. Ozone en aura sa part. Lève-toi. Ne me touche pas, fils de putain! Vous n'êtes que des sales porcs! Vous êtes voués à l'échec! C'est bon. Lâche-la. Comment t'appelles-tu? Et toi? Decimus Magnus. Tu portes un nom, toi aussi? Bissoula, né libre dans ces forêts. Et ton butin maintenant. Que tu sois maudit à jamais. Même s'il avait payé cher avec le sang versé, l'empereur Valentinien avait remporté là une victoire éclatante. L'eau refroidie. L'empereur était tombé dans une embuscade et nous avions triomphé. Tombé dans une embuscade et nous avions triomphé. Quant à ce Dieu que vénèrent les chrétiens en masse, je suis plus enclin à vénérer et à croire aux dieux qui ont contribué à la grandeur de Rome. Je ne crois pas un instant en se crucifier. Et célébrer le culte de Bacchus est un péché aux yeux des chrétiens. Concite Bacco. Gloire à Bacchus, le dieu du vin et de l'ivresse.
Ozone célèbre la Moselle. Il écrit « Fleuve tout verdoyant, aux rives gazonneuses. Que les dons de Bacchus attirent nos regards. Sur la longue chaîne de ces crêtes escarpées. Sur ces coteaux, avec leurs détours et leurs renfoncements. Amphithéâtre naturel où s'élève la vigne. » Ce sont les Romains qui introduisent la vigne autour de la Moselle. Au XXIe siècle, on cultive à nouveau l'Elbling, le cépage de l'Antiquité, pour fabriquer le vin des Romains. C'est à la douceur de vivre à la romaine qu'on doit le Riesling. De nos jours, la viticulture est un secteur clé dans la région et elle attire de nombreux touristes. Ozone a fait connaître ses terres dans tout l'Empire romain. Il a été le VRP de la région, comme on dirait aujourd'hui. Gloire à Bacchus, dieu du vin et de l'ivresse, écrit Ozone. Les Romains en poste en Germanie regrettent sûrement le soleil de l'Italie et son vin. Qu'à cela ne tienne, ils vont planter des vignes partout où le sol et le climat le permettent. Cette cave en témoigne. À Pisport, on a mis au jour et restauré un cellier romain avec son pressoir et ses cuves. Le vin romain ne titrait que 5 degrés d'alcool et on le coupait d'eau. Seuls les barbares le buvaient pur. Les vins de la Moselle et du Rhin se vendaient jusqu'à Rome. Les navires de commerce mettaient un mois à acheminer les tonneaux vers l'Italie. Un négociant en vin de Neumagen leur a rendu hommage sur son mausolée. Mais les vins destinés à l'export étaient parfois trafiqués. In vino veritas, la vérité est dans le vin, disaient les Romains. Pourtant, on leur donnait généralement à boire un vin trafiqué, empoisonné d'un vin frelaté, disait le poète Martial. Les viticulteurs mosellans gardaient le bon vin, le vin pur, pour eux. La domination de Rome se fait sentir jusque dans les jardins. Parce que les Romains n'ont pas seulement occupé la Germanie, ils y ont aussi planté leur potager. Ils ont introduit la vigne, mais ils ont également importé la roquette. Aujourd'hui, on ne pourrait plus s'en passer en Allemagne. On la sert partout et avec tout. Ceci est une égopode, une autre plante apportée par les Romains. Ils la consommaient crue ou cuite. Aujourd'hui, c'est le cauchemar des jardiniers parce qu'elle est très envahissante. Tu rajouteras ceci. Ces poèmes ont leur place dans ce recueil. L'un des poèmes les plus célèbres d'Ozone n'est pas un hymne à la Moselle ni au vin. La main l'a pris, mais la main l'a franchi. Et elle règne sur le bonheur de celui dont elle fut la proie. Dont elle fut la proie par les arts. La jeune fille a une double origine. La beauté révèle une enfant du Rhin et le langage, une romaine. Ozone a franchi Bissoula, son précieux butin, afin de l'épouser. Vive les mariés! Soyez heureux! Chaque maître, chaque dominus, a une domina. Les femmes n'ont pas leur mot à dire en politique, mais elles gouvernent la maison. Ozone, le romain, et Bissoula, la germaine, forment une union mixte comme on en voit tant se nouer en Germanie. En guise de cadeau de noces, le marié écrit une ode à sa dulcinée. Bissoula est né. Sa famille et son pays sont au-delà des bords glacés du Rhin. Et avant de subir l'esclavage, tu avais déjà pris mon cœur. Tu étais ma maîtresse, mon amante. Les bienfaits de l'éducation latine t'ont changé.
sans t'enlever aucune de tes grâces toutes germaniques. Bleu est la couleur de tes yeux. Blonde est ta magnifique chevelure. Ton langage et ta beauté donnent à la jeune fille une double origine. La beauté révèle une enfant du Rhin et le langage une romaine. Tu es tout mon bonheur. Une enfant du Rhin et une romaine. Moi, je méprise ces magnificences du luxe et de la richesse. J'admire les œuvres de la nature qui bordent la Moselle. Et la scène de ces paysages ne divertit pas seulement les mortels. Là aussi, je croirais voir les divinités des campagnes. Écrit Ozone. Alors que nombre de ses contemporains se convertissent au christianisme, lui-même reste fidèle au dieu romain. Comme ses ancêtres, il sacrifie tous les jours au dieu du foyer sur son autel domestique. Aux yeux des chrétiens, les païens comme Ozone méritent la damnation éternelle car ils sont idolâtres. Après une longue période de persécution, les adeptes du Christ gagnent en influence et finissent par accéder au pouvoir. On trouvait des assemblées chrétiennes dans toute la Germanie, y compris à Trèves. Dioclétien a persécuté les premiers chrétiens. Mais tout a changé avec Constantin. Grand promoteur du christianisme, il était lui-même adepte de Sol Invictus, le soleil invaincu. Il a attendu d'être sur son lit de mort pour se faire baptiser. C'est donc un empereur païen qui a favorisé l'essor du christianisme. Constantin se rend souvent à Cologne, la capitale de la Germanie inférieure. En chemin, il a peut-être rencontré un jour un homme en habit de berger. Faites place à l'empereur. Dégagez, poussez-vous. Est-ce ainsi qu'un empereur se conduit avec ses sujets? Qui es-tu? Je m'appelle Materne. Je suis l'évêque du diocèse de Cologne. Ah, alors tu es un fidèle du dieu des chrétiens. Je suis au service des chrétiens de Cologne. Ils espèrent mon arrivée. C'est leur berger qu'ils attendent. On lui donne un cheval. On peut facilement retenir un empereur, mais on ne fait pas attendre un dieu. J'admire le courage dont vous faites preuve, vous autres chrétiens. Vous êtes toujours restés fidèles à votre Dieu, ce malgré les tortures. Vous laissez des animaux sauvages vous dépecer vivants pour l'amour de votre Dieu. Mais qu'est-ce que votre Dieu a donc de plus à vous offrir que les nôtres ne possèdent pas? Celui qui croit en notre Seigneur ira au paradis et connaîtra le bonheur éternel. On ignore la date et le lieu de naissance de Materne, mais le premier évêque de Cologne changera la face du monde. Sans le Christ, nous ne serions que poussière et ténèbres. Jésus a triomphé de la mort. Triompher de la mort? Tu dis n'importe quoi. Votre Dieu était un émeutier, comme tel il est mort sur la croix, et sa condamnation était parfaitement légale. Il est ressuscité d'entre les morts, et le troisième jour, il est monté au ciel. Comme César. Celui qui croit en Jésus-Christ sera récompensé en ayant accès à la vie éternelle. J'ai beaucoup d'ennuis à cause de vous. Vous autres chrétiens, vous refusez de vous sacrifier à l'empereur de Rome. Tu as été fait empereur, et ce par la grâce de Dieu. Nous accordons à notre empereur l'honneur dû à son rang, mais nous prions Dieu. Donnez à l'empereur ce qu'il mérite et à Dieu ce qui lui revient. C'est comme ça que c'est écrit. Tous les êtres humains sur terre sont appelés à croire en Jésus-Christ. Et c'est cette croyance que nous, ces bergers, apportons à l'humanité. Constantin semble tourner vers la spiritualité. Il s'interroge sur la vraie religion et intervient dans les querelles de l'Église.
ne renonce pas pour autant au culte de Sol Invictus, la grande divinité solaire dont il est le représentant sur Terre. Mais il met un terme à la persécution des chrétiens. J'ai vu de nombreux empereurs arriver puis s'en aller, des bons et des mauvais. Ne crée pas. Constantin était un grand empereur. Non seulement il tolérait toutes les religions, mais il s'est mis à favoriser les chrétiens. Maintenant écrit à mon élève, à l'évêque Paulin en personne. Comment peux-tu te tromper à ce point et te détourner d'Apollon pour ensuite tendre vers les chrétiens? Ils sont faibles d'esprit, sans la moindre intelligence. Ils évitent les autres hommes. Ils ne se sentent pas concernés par notre État. Ils sont ennemis de nos dieux. Voilà pourquoi les Romains persécutent les chrétiens, jusqu'à l'édit de tolérance de Constantin. Trêves est l'endroit rêvé pour voir les retombées de la politique de tolérance menée par Constantin. Nous sommes en plein cœur de la ville, à quelques centaines de mètres seulement du palais impérial. Devant moi, vous voyez les fondations d'une villa romaine du IIIe siècle. Les premiers chrétiens de la ville y tenaient des assemblées secrètes. Ces bâtiments ont été rasés, et sur leur fondation, on a élevé ce mur que vous voyez, le mur de la première basilique chrétienne, bâtie sous Constantin. Plus tard, cette basilique est remplacée par une cathédrale. Sans Constantin, la cathédrale n'aurait pas vu le jour. Mais Saint-Materne y est également pour quelque chose. Trêves continue de lui rendre un culte. Elle l'a même inscrite sur la liste de ses évêques, alors qu'il n'a jamais exercé cette fonction. Les églises chrétiennes finiront par évincer les temples romains. Elles deviendront même les emblèmes de plusieurs cités fondées par les Romains en Germanie, comme Bonn ou Cologne. Tout cela grâce à Constantin. « 313 est une année charnière. Constantin opère un tournant historique en publiant un édit de tolérance. Il accorde aux citoyens de l'Empire le droit de pratiquer la religion qu'ils tiennent pour vraie. Mais pourquoi fait-il cela? L'édit s'adresse surtout aux chrétiens parce qu'ils sont devenus si nombreux que des conflits éclatent dans les familles et dans tout l'Empire. L'empereur écrit d'ailleurs « Pour assurer la sécurité et le bien public, nous ne voulons pas apporter la moindre restriction à aucun culte, ni à aucune religion. » Cela vaut pour tous, y compris pour les Juifs. Par cet édit de Cologne, Constantin accorde aux Juifs le droit de participer à l'administration de la cité. Cette liberté de culte est tout sauf évidente. Il faudra attendre 1700 ans pour qu'elle soit de nouveau ancrée dans la loi allemande. En France, c'est la Révolution française qui établit la liberté de culte. En Allemagne, c'est la loi fondamentale de la République fédérale. Mais les chrétiens doivent beaucoup à l'empereur Constantin. Constantin va également inspirer l'architecture chrétienne. Sa basilique sert en effet de modèle pour la construction de la première basilique chrétienne de Trêves. La statue monumentale de l'empereur déifié laisse place à la croix du Christ. Le trône impérial est remplacé par un autel. Mais au lieu des sacrifices sanglants, les chrétiens se contentent de boire symboliquement le sang du Christ. La basilique romaine restera le modèle des églises chrétiennes durant un millénaire. Progressivement, à partir du milieu du IVe siècle, les évêques remplacent les anciennes autorités municipales de l'ordre politique romain antérieur.
Certains d'entre eux peuvent même conseiller l'empereur, comme l'évêque Materne de Cologne, qui fut accueilli à la cour de Constantin. Les épitaphes des premiers chrétiens de Trèves ne mentionnent plus le statut social du défunt, mais elles louent ses qualités d'époux et de père. Sorte de monogramme du Christ, le christogramme est un symbole qui se répand. Il faut maintenant être chrétien pour faire carrière dans l'administration. L'État ne recrute plus d'idolâtres. La société romaine traverse une profonde mutation. C'est ici, en Germanie, sous l'influence décisive de l'évêque Materne, que s'opère ce qu'on appelle le tournant constantinien. Constantin agit moins par conviction religieuse que pour des raisons politiques. Les chrétiens sont devenus nombreux, y compris dans l'élite. Et le ralliement à la nouvelle religion doit garantir et renforcer l'unité de l'Empire. Constantin ouvre ainsi la voie à un Occident chrétien, tout en barrant la route à de nombreux autres cultes. Il n'y a pas que les empereurs qui vont et viennent, il y a aussi les dieux. Les chrétiens oublient facilement que le vrai paradis est le ciel de leur pays. Il n'existerait plus qu'un seul Dieu selon leurs croyances, le leur. Tolérance, tolérance, tolérance. Si l'empereur Constantin n'avait pas reconnu la religion des chrétiens, ceux-ci n'auraient jamais connu un tel déferlement de convertis. Aujourd'hui, les chrétiens nous poursuivent en gardant la tête haute. Et nous ne sommes pas prêts à abjurer les dieux de nos ancêtres. Le pire a quand même été la promulgation de l'édit de Thessalonique. Un décret est publié en mars 380 à Trèves et dans tout l'Empire. Il entrera dans l'histoire sous le nom de Édit de Thessalonique. C'est une grande avancée, il faut tout de même le reconnaître. Oui, il a raison. Tous les peuples que régit la modération de notre clémence s'engagent, selon notre bon vouloir, s'engagent dans cette religion que le divin Pierre... s'engage dans cette religion que le divin Pierre apôtre nous apporte. Ce n'est pas possible. Que le divin Pierre apôtre a apporté aux Romains ainsi que l'affirme une tradition. Pas le droit de nous imposer son Dieu. Tous ceux qui ne reconnaissent pas la foi catholique romaine... Nous resterons fidèles au Dieu de nos ancêtres. Il a raison. Ce sont eux qui ont fait la gloire de Rome. Tous ceux qui ne reconnaissent pas la foi catholique romaine seront jugés déments et insensés. Et ils devront assumer l'infamie de l'hérésie. Bien entendu, ils seront châtiés à notre propre initiative. La punition qui leur est réservée a été adoptée selon la loi de Dieu. Quoi? C'est pas vrai. Il ne peut en aucun cas nous imposer ça. On ne se laissera pas faire. Nous avons toujours adoré nos dieux. L'empereur s'est rangé à l'avis d'un concile d'évêques pour imposer le catholicisme à tous les peuples de l'Empire. Il faut qu'ils reviennent sur cette décision. Nous ne nous laisserons pas faire. Les païens, comme Ozone, sont jugés hérétiques. Rome en avait décidé ainsi. Il n'y avait plus que le Dieu des chrétiens dorénavant. Même le culte de l'empereur disparaissait lui aussi. C'en était fini des sacrifices. Maintenant, cet édit ne portait que la discorde. C'est désormais au tour des chrétiens de persécuter les païens. Des massacres ont lieu dans tout l'Empire, y compris en Germanie. Tuez-les! Les chrétiens prirent les armes pour combattre par tous les moyens tous ceux qui ne croyaient pas en leur Dieu unique sauveur du monde. Et l'ensemble de nos sanctuaires devint une proie facile pour eux. Dans l'enceinte du fort romain de la Saalburg, un temple a été mis au jour et restauré avec ses couleurs d'origine. Mithra y est représenté tuant le taureau. Mithra est l'être suprême d'une religion qui parle du cosmos et de la lutte entre les lumières et les ténèbres, entre le bien et le mal.
une religion de faute et de rédemption. Les mystères sont au mitraïsme ce que le baptême est au christianisme. Les initiés sont sauvés de tous les dangers de la vie terrestre et protégés contre les maladies et les infortunes. Mais surtout, le mitraïsme promet une vie au ciel après la mort, dans la lumière du Créateur qui met tout en mouvement et voit tout. Ces ressemblances avec le christianisme n'empêcheront pas les chrétiens de détruire les temples de Mitra. Toutes les représentations divines furent détruites. Et les autels ont tous été saccagés. Les prêtres de ces temples n'avaient que peu de solutions. Mourir ou se taire. Détruire les représentations païennes est un devoir sacré, mais voler et piller sont des péchés pour nous autres chrétiens. Aucun temple n'échappera à la fureur iconoclaste des chrétiens de la fin du IVe siècle. Aucune représentation de Mitra n'est parvenue intacte jusqu'à nous. Celle-ci est une reconstitution à partir d'éléments découverts lors de fouilles près de Strasbourg. Les premiers chrétiens ont brisé ce tableau idolâtre en 1000 éclats. Ces fragments ont été retrouvés à côté de pièces de monnaie. Ces pièces nous indiquent l'époque du saccage. 380, date de la promulgation de l'édit de Thessalonique. Mais l'empereur n'a pas interdit que le culte de Mitra. Presque tous les temples païens sont détruits ou transformés en églises. Malgré l'édit, Ozone reste fidèle aux dieux qui ont fait la grandeur de Rome. Cela ne l'empêche pas de témoigner sa piété aux dieux des chrétiens à toutes fins utiles. Les gens de notre province de Germanie sont devenus chers à mon cœur. Leurs hommes célèbres, leur jeunesse combative ainsi que leur aisance à parler latin. Ils ont tous une éthique. Ils ont beau avoir l'air sévères, ils sont en fait dotés d'âmes sensibles et joyeuses par nature. Jusqu'à sa mort en 393, le poète et chroniqueur de l'âge d'or de la Germanie restera fidèle à sa province d'adoption. Ses hymnes à la Moselle ou à sa belle esclave germaine sont entrés dans la postérité. Avec l'édit de Thessalonique, promulgué en 380, le christianisme s'impose définitivement. Les vieux cultes ont fait leur temps et sont interdits. Le christianisme devient garant de l'unité de l'État. L'Église reprend à son compte de nombreuses institutions de l'Antiquité romaine et les conserve même après la chute de l'Empire romain. Ce n'est pas un hasard si c'est un Germain, plus précisément un Franc, qui restaure l'Empire romain, tel un nouveau Constantin. Jusqu'à présent, le Rhin a endigué les mouvements migratoires barbares. Mais le 31 décembre 406, le Rhin est gelé. Des tribus franques et alamanes franchissent le fleuve et déferlent sur les provinces romaines jusque dans le sud de la France. Depuis 395, l'Empire romain est partagé en une partie occidentale et une partie orientale. Affaibli, il n'a plus les moyens de combattre les barbares. Les Alamans qui passent le Rhin s'en vont occuper la province romaine correspondant aujourd'hui à l'Alsace. En Germanie inférieure, les Francs conquièrent Cologne, Aix-la-Chapelle et Trèves
et envahissent une bonne partie de la Gaule. La victoire des Francs sur les Alamans en 496 à Tolbiac permet la naissance du royaume des Francs entre 507 et 509. Il n'y a plus aucune différence entre les Gaulois, les Germains et les Romains depuis l'édit de Caracalla ou Constitutio Antoniniana, qui fait de tout habitant de l'Empire romain un citoyen romain. D'autre part, l'Empire romain a toujours cherché à intégrer légalement et progressivement les nouveaux arrivants. Mais les Gaulois étaient des citoyens romains, donc très différents des barbares qu'étaient les Francs et les Alamans. Ceux-ci appartenaient au même groupe germanique, les uns habitaient plutôt dans le nord de l'Allemagne, les autres plutôt au sud et au centre. Mais tous les deux constituent un danger permanent pour l'Empire romain. Les Francs vont conquérir la majeure partie de l'Empire romain d'Occident. Le baptême de Clovis à Reims est un moment clé de l'histoire de la France et même de l'Europe. L'évêque Rémy baptise le roi des Francs et ses guerriers une nuit de Noël vers l'an 500. D'après la légende, Clovis a remporté la victoire de Tolbiac après avoir imploré le Dieu des chrétiens. Reniant les dieux païens, il se convertit alors au catholicisme, la religion des peuples romanisés de Germanie et de Gaule. Clovis entrera dans l'histoire comme le premier roi de la nation française. Un gisant commémore son souvenir dans la nécropole des rois de France, à Saint-Denis. Un empire, une religion. Rome a montré l'exemple, les Francs l'ont suivi. Alors au départ, Clovis est un petit roitelet de la région de Tournai, dans l'actuelle Belgique. C'est en réalité sa victoire à Tolbiac en 496 après Jésus-Christ contre les Alamans qui fit de lui le premier roi chrétien puisqu'il se convertit à la suite de cette victoire. Les rois de France l'ont considéré comme le premier roi chrétien et c'est jusqu'au général de Gaulle qui le considérait comme le fondateur de la nation française. On sait aujourd'hui qu'il n'était qu'un petit roitelet barbare parmi d'autres. On peut se demander quel aurait été le cours de l'histoire si l'ensemble des Germains avait été durablement romanisé. Mais c'est une question un petit peu romanesque. Et je dis souvent à mes étudiants d'imaginer ce qu'aurait été la conséquence de la victoire d'Hannibal sur les Romains. On irait à l'université à dos d'éléphant. Les Francs ne se contentent pas de reprendre la religion de l'Empire romain. Charlemagne ambitionne bien plus que cela. Le roi des Francs bâtit son palais à Aix-la-Chapelle, une ancienne ville d'eau romaine. Sa chapelle palatine est un chef-d'œuvre déjà salué par ses contemporains. Le projet de Charlemagne est rien moins que la Renovatio Imperii, la restauration de l'Empire romain. Il veut rétablir le titre d'empereur d'Occident, disparu depuis 3 siècles. Charlemagne est couronné empereur en l'an 800. Son royaume donnera plus tard naissance au Saint-Empire romain germanique. Au cours des siècles suivants, 33 souverains allemands se réclamant de lui coifferont la couronne impériale. En 1806, Napoléon force le dernier à renoncer à son titre et à mettre fin à l'Empire. Lui-même se fera sacrer empereur à Paris, se plaçant ainsi dans la lignée de Clovis et Charlemagne. Roi franc chrétien, héritier des Romains, Charlemagne posa les fondations des nations françaises et allemandes. Ses contemporains déjà l'appelaient Pater Europae, le père de l'Europe. Les Romains n'ont pas tout à fait disparu en Germanie. Leur influence est perceptible dans bien des domaines. L'Allemagne doit beaucoup à la Rome antique.
De nombreuses villes rhénanes ont été fondées par les Romains, et cela se voit encore aujourd'hui. La présence romaine a aussi laissé des traces immatérielles. Le tournant constantinien, c'est-à-dire la conversion des Romains au catholicisme, est parti essentiellement de Germanie. Les évêchés d'aujourd'hui datent des Romains, et nos cathédrales ont été bâties sur l'emplacement des premières églises. Même la population est issue du métissage de l'Empire. Aujourd'hui encore, les Rhénans se vantent d'avoir hérité l'heureux caractère des Latins.